Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la toute première édition de l'œil du SR, émission de notre webzine urbanstreetreporter.com. Le concept est simple, 4 jeunes autour de la table qui viendront parler de l'actualité de la semaine. Et pour m'accompagner pour cette première édition, Aska, salut Aska. Salut Nas, salut à tous. Salut. Drito est avec nous, salut Drito. Salut. Salut Nas. Zakaria. Salut tout le monde. Et Diara. Salut Nas, salut à tous. Au programme de cette émission, focus sur notre semaine passée ici à Urban Street Reporter et notre sujet et notre thème de la semaine qui est les addictions. Deuxième thème qu'on va évoquer dans l'émission, ce sera avec Diara. Elle va nous parler d'un film qu'elle a regardé qui s'appelle Dans le noir et on se posera la question des films d'horreur. Ensuite, du football avec Zakaria et Cristiano Ronaldo qui a parlé. Et quand il parle Cristiano Ronaldo, il a énormément de choses à dire. On va revenir sur cette interview avec toi, Zakaria. Enfin, on va finir l'émission en musique avec Drito et DJ Arafat qui a récemment été élu meilleur artiste coupé décalé. Donc Drito, tu nous feras une petite chronique de l'artiste ivoirien. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter et sur Insta et Twitter avec le titre USR-8 officiel. Premier sujet, c'est avec toi Aska et on va évoquer les addictions. C'était notre thème cette semaine à Urban Street Reporter. Cette semaine, dans la 4e session d'Urban Street Reporter, nous avons fait un focus sur l'addiction. On a fait des micro-trottoirs en posant des questions aux gens dans la rue telles que quelles sont les choses auxquelles vous êtes addict. On a pu constater que beaucoup de gens étaient accros aux cigarettes. Et puis après, nous sommes partis à la radio Africa numéro 1. Dans cette radio, nous avons pu participer à l'émission de Patson et de Stéphanie Hartmann, ce qui nous a permis de parler de notre association et de ce qu'on fait. Et la question que j'ai à vous poser en rapport avec l'émission et vous, quelles sont les choses auxquelles vous êtes addict? Alors moi je suis addict à tout ce qui est livres et jeux vidéo principalement. J'aime beaucoup personnellement quand je joue à un jeu vidéo tel que Age of Empires ou Civilization 5 ou encore SimCity 4, des jeux qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup. Personnellement je suis vraiment très addict sur ça. Bien. Et toi, Jara? Moi je suis plutôt addict à mon téléphone. Je peux pas passer 1 heure sans mon Comme téléphone. tout Quand le je l'ai monde, pas, je crois. je suis stressée et tout. Et toi, Drito? Moi, c'est le téléphone. C'est mon phone. C'est addict à mon phone. Pourquoi t'es addict à ton phone? Tu fais quoi sur ton Les téléphone? réseaux sociaux. Comme Ça, tout le monde, ouais, tout comme ça. tout le monde. Ça, je peux pas. Et toi, Das? Moi, bonne question. Moi, un peu comme vous, hein, le téléphone, je suis souvent, d'ailleurs, il est à côté de moi, comme vous pouvez le voir, toujours accroché à mon téléphone. On est quand même une génération quand même assez connectée, donc forcément, tout ce qui est téléphone, ordinateur, on est assez addict à ça. Et vous, dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des frères, des sœurs, vos amis qui sont aussi addicts à certaines choses, Drito? Ouais, moi, mon frère, il est addict à la boxe. Il veut tout le temps frapper. Ça, c'est C'est violent quand même. violent, très très violent. Mais il frappe, c'est-à-dire, il frappe les gens dans la rue ou seulement dans le cadre de son sport? Parce que c'est pas la Non, même chose. mais même dans la rue, il tape des trucs. Tu vois, pas les gens, mais il tape des trucs. Quand on est à la maison, il tape des trucs, tu vois. Il n'arrive pas trop à se canaliser, quoi. Zakaria, toi, dans ton entourage? Alors moi c'est la cigarette. Quand je vois mes pères, mes oncles, etc., ils ont la cigarette à la bouche, etc. Moi personnellement ça me dérange. Notamment que derrière le fumeur, il y a aussi celui qui se prend la fumée de la cigarette qui est beaucoup plus nocive que celui qui le fume. Bah, moi je dirais ma mère, elle aime beaucoup l'application WhatsApp. Elle pourrait passer des journées Ah, elle est dessus. connectée elle Ouais. aussi. C'est la nouvelle génération de Ouais. mamans connectées. Bah oui. Ouais, voilà. Le Viber. Et toi, Aska, dans ton entourage, tu connais des gens qui Je sont dirais addicts? plutôt mon petit frère, parce qu'à l'âge de 1 an, il a eu sa propre tablette. Alors que... 1 an? Ouais. À l'âge de 1 an, Alors il que fait ça quoi veut sur dire sa tablette? que hein là, il a sa tablette et qu'en fait, il veut toujours rester là. Même tout à l'heure, je te disais, quand il ne veut pas dormir, tout et tout, il me fait vas-y, mets-moi des vidéos de mignons, des trucs du genre, et il regarde. Moi, perso, ça me saoule parce que je me dis, il est assez petit, il est déjà addict au téléphone et tout ce qui est informatique, alors qu'il a à peine 3 ans, tu vois. C'est pas comme nous. Là, tu soulèves une question intéressante, Aska. C'est vrai que de plus en plus de jeunes ont accès aux nouvelles technologies, que ce soit au niveau des téléphones, des tablettes. Je tourne vers toi, Zakaria. C'est une bonne chose que
comme le petit frère d'Aska qui a seulement 1 an, soit déjà addict à sa tablette. Comment tu trouves ce phénomène? Moi je pense que c'est la génération Y. Peut-être qu'avant on donnait, je sais pas, un doudou à son enfant, aujourd'hui on lui donne une tablette. C'est juste l'évolution des choses et c'est une fatalité. Et au niveau de sa santé, parce qu'on sait qu'aussi les appareils, c'est pas sans risque. Dès qu'on passe des heures au niveau de la vue, surtout, c'est quand même dangereux, Drito. Ben oui, c'est vrai, c'est souvent dangereux, mais ça lui prend aussi à connaître aussi des trucs sur l'informatique. Bon, là, on peut dire, une tablette, c'est une tablette. Non, mais carrément la dernière qui était sortie de Samsung, quoi. Ah ouais. Il est gâté, hein, il est gâté le Ouais, petit. bah oui, peut-être parce que c'est le seul mec de la famille, mais après, franchement, moi je dis, c'est quoi l'intérêt? Parce que. Non, là, tu vois, là ça lui permet à Parce connaître que des je me trucs. dis, dans 10 ans, quand il sera par exemple au collège, il sera encore plus addict que nous. Il sera moins ouvert aussi. Enfin, il sera Ouais, tout le temps oui, sur sur son les technologies. téléphone, ouais. Même pour moi, en tout cas, moi, ça apprend à connaître des trucs. Hein. Ça lui prend à connaître des applications. À 1 an, à l'âge de 1 an. Non, ben. C'est ça aussi, c'est qu'ils sont Non, très mais tôt. ça veut dire que quand il va grandir, c'est pas comme il y a des gens, c'est à l'âge de. Il sera pas bête. Quand tu vois nos darons, par exemple, ma mère, quand tu la vois, elle sait rien en fait sur son téléphone. Même si je installe un truc pour la surveiller au dehors, elle va pas savoir. Elle va pas savoir, elle sait rien. Mais quand lui il est petit, tu vois, quand lui il va grandir, on ne pourra pas faire, tu vois, ce genre de trucs là sur lui parce qu'il va connaître. Il va connaître tous les outils. Alors j'ai une dernière question liée à l'addiction. Quelles sont vos solutions pour lutter contre certaines addictions qui sont malheureusement un peu plus graves? Alors Zakaria, tu as parlé de la cigarette tout à l'heure, mais aussi à certains produits stupéfiants. Quelles sont vos solutions pour lutter contre ça justement, Zakaria? Alors moi personnellement, c'est de la sensibilisation tout simplement, avoir plus d'auxiliaires de vie qui vont s'occuper justement des personnes qui sont addictes, en tout cas qui veulent être soignées tout simplement de cette addiction. Mettre plus de centres justement pour arrêter la cigarette, etc., où il y a du personnel adapté à ce sujet. Et inciter les personnes qui sont notamment emprisonnées pour avoir vendu ou avoir consommé des stupéfiants, justement leur donner la possibilité de pouvoir arrêter, de pouvoir comprendre que c'est un mal tout simplement. Très bien, en tout cas, n'hésitez pas à regarder notre micro-trottoir qui sera bientôt disponible sur notre site internet urbanstreetreporter.com et un article est également en cours, donc il y aura vraiment un gros focus sur ce 4e thème qui est l'addiction. Deuxième sujet les amis, je me tourne vers toi, Diana, et il y a un film que tu es allé voir récemment au cinéma qui s'appelle Dans le Noir, je te laisse en parler. D'accord. C'est bientôt Halloween, alors j'aimerais vous conseiller un film d'horreur qui est sorti cet été. Il s'appelle Dans le Noir. Ce film a été réalisé par le réalisateur de Conjuring, David Sandberg. Ce film parle de Diana, une créature qui vit dans le noir et disparaît au contact de la lumière. Elle terrorise Rebecca, qui est jouée par Teresa Palmer, pendant son enfance. Et lorsque Rebecca grandit et quitte la maison, Diana s'en prend au petit frère de Rebecca qui s'appelle Martin et qui est joué par Gabriel Bachmann. Diana tue le père de Martin et rend folle la mère de Rebecca. Ce film est déconseillé au moins de 12 ans. Et est-ce que vous pensez que 12 ans c'est assez pour regarder un film d'horreur? Ouais, trop. Parce que déjà, il y a certains films qui te font grave flipper, même quand t'as par exemple 18 ans, tu regardes, ils te font flipper, Ouais. La vie court, clair, concret, concis pour Aska. Et toi, Zakaria? Alors moi personnellement, je suis un consommateur assez précoce des films d'horreur, parce que j'ai regardé par exemple Vendredi 13, Scream, etc. Ou encore Scary Movie, même si c'est pas un film d'horreur, c'est plutôt une parodie, mais ça joue un petit peu dans le même genre. Moi personnellement, ça n'a pas eu énormément d'influence dans ma vie. Même si je suis un gros peureux, j'aime beaucoup me faire peur. Les films d'horreur ne m'ont pas fait peur, personnellement. Et au niveau de la limite d'âge, ça te choque pas, pour toi elle est adaptée la limite d'âge? Personnellement, je pense que la limite d'âge, même si elle est adaptée ou non, elle n'a pas vraiment de conséquences. Les gens, moi personnellement, je regardais 16 ans, parfois je me disais mais pourquoi 16 ans alors qu'il n'y a presque rien qui fait peur quoi. Alors, en fait, c'est pas vraiment un peur, c'est plutôt déconseillé au niveau parce qu'il y a présence de sang, stupéfiants, tuerie ou ce genre de choses.
Voilà. Et comment vous expliquez justement la fascination de certains jeunes par rapport à ces films d'horreur-là? Parce que c'est quand même des films assez populaires. Regardez, Diarra est allé regarder un film d'horreur. Pourquoi ces jeunes aiment justement ces films d'horreur, Drito? Parce que c'est maintenant, quand moi j'avais 12 ans et 11 ans, 10 ans, quand je regardais des films d'horreur, même si souvent c'est interdit au moins de 10 ans, mais moi je regardais, moi en fait, je croyais en fait. Pour moi c'est... Pour toi c'est la vraie vie quoi. Ouais, pour moi c'est ça, pour moi, comme par exemple si on dit à quelqu'un, quand tu te laves trop, il y a quelqu'un dans l'eau, il sort, moi je crois, tu vois. Et quand c'est comme ça, je me lave vite, je sors. Tu vois? Ouais, donc, c'est comme tes parents ils ont tendance à dire quand t'es petit, ouais, il y a un monstre sous ton lit. Ouais. Après, quand tu grandis au fur et à mesure, je sais pas, t'as tendance à croire que c'est la vérité, ça commence à faire peur et puis tu dis que. Même souvent dans les films d'horreur, même souvent dans les films d'horreur aussi, quand tu vois des gens dans le noir, ils voient une personne venir, et quand toi tu dors, tu vois ton canapé juste en face de toi, tu sautes. Tu vois? Donc pour moi, 10 ans, 12 ans c'était ça, 12 ans pour moi pour moi c'est 12 ans c'est trop jeune pour regarder ce film là, tu vois. Pour moi c'est 14, 15, pour moi 14. Déjà quand ils disent conseiller au moins de 18 ans, il y a comme des jeunes de 12-13 ans qui regardent mais qui flippent leur race quand même. En plus la fille c'est au contact de la lumière, c'est ça. Quand il y a la lumière on la voit plus, et quand c'est le noir tu la vois. Quand tu dors avec la lumière allumée. Voilà, 12 ans c'est trop, 12 ans, si au moins 14 ans tu peux. Moi je pense que 12 ans c'est trop jeune. C'est intéressant ce que vous avez dit Drito et Aska, parce que en gros ça contredit un peu l'argument de Zakaria qui disait que ces films d'horreur là n'avaient aucune influence sur le comportement. On le voit avec vous que c'est tout l'inverse. Alors Zakaria, j'aimerais te faire réagir sur les témoignages entre guillemets de Drito et Aska. C'est vrai que si on se place d'un point de vue, on essaye de chercher des causes aussi microscopiques soient-elles, c'est vrai que toute chose a un impact forcément. Mais moi quand je parle d'impact, c'est vraiment des impacts qui vont se ressentir et qui vont se ressentir plutôt de manière très négative dans notre vie. Par exemple le coca, si on en boit beaucoup, forcément ça risque d'être un facteur qui va nous faire grossir. Là c'est pareil avec les films d'horreur. Zakaria, vu que tu as cité une marque, on est obligé de citer 2 autres marques, alors Orangina et Pepsi. Comme ça, on ne fait pas de publicité. Termine. Et du coup tu m'as... Excuse-moi. C'était un réflexe, c'est réflexe, voilà, pas faire trop de pub, à part si bien sûr Coca-Cola veut nous sponsoriser. Hein. Lance un appel à la firme Coca-Cola France. Si vous nous regardez, on est preneur. Pas beaucoup de sucre. Et du coup en fait, les films d'horreur grosso modo ils n'ont pas vraiment d'influence vraiment grave dans notre vie, juste pour peut-être nous donner quelques petits trucs genre oh mon dieu il y a un monstre sous le lit etc, mais ça s'arrête là grosso modo. Ça n'a pas vraiment d'influence de manière générale sur tout individu. Mais je crois qu'on est tous pas d'accord à propos de ce truc parce que quand tu penses, il y a des gens, depuis que tu es tout petit, tu regardes des films d'horreur et maintenant quand tu grandis et qu'il y a des gens qui deviennent fous à cause de ça, ça a quand même un impact sur ta vie, non? Ouais. Il y a un problème parce que genre, quand tu es aussi jeune pour regarder un film d'horreur, tu as du mal à distinguer le réel et le film quoi. Et qu'après ça reste dans ta tête et qu'il y a des gens carrément dans des asiles parce qu'on les traite de fous alors que c'est un réflexe naturel, je dirais. En tout cas, ça pose la question. Vous qui nous regardez sur notre webzine urbanstreetreporter.com, n'hésitez pas à réagir sur notre débat concernant les films d'horreur. Est-ce que ça influence en tout cas votre vie au quotidien? Vous pouvez bien sûr laisser en commentaire toutes vos impressions. On va passer des films d'horreur à la musique. Bon, il n'y a pas trop de rapport. Avec toi, Drito, tu vas nous parler d'un artiste qui a récemment été couronné meilleur artiste coupé décalé. Il s'agit de DJ Arafat. Évidemment, comme là cela dit, on va parler de Arafat. Arafat, souvent appelé en Côte d'Ivoire le commandant Zapra ou souvent le Yoruba, le dictateur du coupé décalé. En fait, à l'état civil, il s'appelle Ange DJ Oignon, en fait, fils de Tina Glamour et Pierre Oignon, deux parents musiciens. Et à l'âge de 11 ans, en fait, il était livré à lui-même, tu vois. Ses parents, ils partaient en tournée et lui seul, il restait. Donc, il partait plus à l'école, du coup. Il partait dans des boîtes de nuit, dans des maquis et tout. Il partait faire des atalakou. Atalakou, c'est quand tu chantes que le nom des gens, en fait, dans la musique.
que les noms, par exemple, que le nom des gens. Par exemple, tu me fais un beat là, je sens que le nom de Nasruddin. Il est comme ça, il est beau, il est grand. Ah, et il faudrait que tu m'en fasses un. Voilà, pas de problème. Comme évidemment, ici, il voit rien aussi. Ah bah oui, il faut respecter les traditions. Voilà. Donc, il faisait ça pour gagner encore plus dans sa poche. Et c'est dans ça, il s'est fait repérer dans un maquis, boîte de nuit si vous voulez, dans un boîte de nuit, et par l'un des plus grands producteurs de la Côte d'Ivoire, qui s'appelait Roland Le Benguis. Et lui, il a ramené Arafat au studio. Et ils ont fait un son, du coup, un son qui s'appelait Jonathan. Jonathan, il n'est pas mort. Tu vois, la musique là, ça parlait de Jonathan il était vraiment proche d'Arafat, qui faisait de la moto. Il est mort, malheureusement, il est mort à cause de la moto. Et voilà, et la musique du coup, elle a cartonné. C'est là, tout le monde a vu c'est qui Arafat, tu vois. Tout le monde a su que ouais, lui, vraiment, c'est l'inspiration du coupé décalé, tu vois. Lui, il vient avec force. C'est là, beaucoup d'artistes ont commencé à l'approcher un peu, ils ont fait des duos ensemble, et il a créé son propre gang qui s'appelle la Yoro Gang, qui s'appelle, et on peut dire en Côte d'Ivoire, c'est le seul artiste du coupé décalé qui a signé dans le label de Maître Games et tout, et franchement il a pris beaucoup de trophées, comme 2 fois couronnement d'or, meilleur artiste du coupé décalé, récemment il a pris, comment ça s'appelle, la cérémonie de TV sur un label, et il a pris aussi meilleur chanteur de ce label. Tu vois, alors avec toutes les informations que nous a donné Drito, c'est vraiment un portrait complet que tu nous as fait de l'artiste ivoirien, on sent que tu l'apprécies. Est-ce que DJ Arafat mérite un rayonnement à l'international? Il me semble que tu as des informations concernant ce projet-là. Ouais, parce que quand tu regardes en France, pas beaucoup de personnes le connaissent en France, mais en Côte d'Ivoire, à l'Afrique de l'Est, tout le monde le connaît. Mais bientôt, tout le monde va le connaître parce que là, il est en train de préparer un album de feu. Là, il a fait un featuring avec MHD qui est dans l'album, avec Caris. Tu vois, Ivoirien, Caris c'est un Ivoirien. Tu vois, donc il y a des connexions. Voilà, avec, comment ça s'appelle, avec Booba et l'artiste aussi. Ils sont en train de préparer vraiment un album vraiment qui va permettre à le connaître un peu, qui va le diriger, tu vois, un succès international, tu vois. Voilà. Alors, DJ Arafat, donc c'est un artiste coupé, décalé, comme tu l'as dit, Edrito. Que pensez-vous de ce style de musique, Diarra? Bah, c'est un style de musique, tout le monde peut l'entendre parce que genre, c'est ambianceur, ça met une ambiance, genre tout le monde veut danser et tout. Aska? J'aurais pareil, genre ça t'ambiance et t'as envie de dessus. Drito? Ouais, moi, depuis tout petit, j'écoute ça. Pour moi, c'est parfait le coupé décalé pour moi. Dessus, alors, pour moi, le coupé décalé, c'est parfait, tu vois. Ça va avec tout. Alors, Zakaria, alors là, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur le coupé décalé. Alors, à première vue, t'es pas la cible, mais ton avis sur ce style de musique? Moi, je pense que c'est une musique plutôt populaire qui va plaire à tout le monde, qui va reprendre les codes des musiques du moment pour en faire justement une musique qui va plaire dans les boîtes de nuit, dans les fêtes, etc. Mais moi, je pense que, en tout cas, je suis plutôt conservateur. Je suis plutôt David Guetta, etc. David Guetta, c'est être conservateur. C'est un débat en tout cas. Qu'on aura autour de la table. Alors, défends un peu ton style de musique, Drito, là, parce que Zakaria, il n'a pas l'air vraiment convaincu. David Guetta, on peut dire qu'il commence son son, les remises qu'il fait, c'est un peu, pour moi, c'est un peu récemment. Or, la musique africaine, quand tu regardes, même si le coupé décalé, il a été créé vers 2000, mais l'instru en bas, ça existe depuis longtemps, excusez-moi si je parle un peu de l'histoire, depuis les esclaves au Brésil, quand tu vois le djinga, les trucs, les sons qu'ils mettent en bas, tout ça, il y a tout ça dans, tu vois, je peux dire le coupé décalé, de base, c'est une musique très très ancienne, tu vois, par rapport au remix qu'il fait David Guetta, tu vois. Donc moi perso, le coupé décalé, son temps, ça vient un peu, ça va venir, tu vois. On sent vraiment que Drito là il a vraiment bossé sur le sujet, il est vraiment fan de ce style. Et c'est intéressant, tu as aussi éclairé ceux qui nous regardent sur notre webzine urbanstreetreporter.com. Il y a beaucoup de choses que moi-même je ne savais pas en termes de coupé décalé. Et je pense que tu as appris beaucoup de choses déjà à ceux qui nous regardent et même autour de la table. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas concernant le coupé décalé. Alors le coupé décalé, donc c'est une musique africaine. Et est-ce que justement ce style de musique là et même la musique africaine dans sa globalité
actualité. Est-ce pour vous la musique du futur? Parce qu'on a vu avec MHD qu'il a réussi à percer avec l'afro-trap par exemple. Est-ce que la musique africaine ce sera la prochaine mode du moment, Aska? Je dirais peut-être ça peut. Parce que MHD il est clairement il a un succès aussi, il est bien connu et tout le monde l'écoute et tout le monde a tendance à écouter en ce moment les chansons africaines genre MHD ou comme il dit DJ Arafat. Bah, ça se trouve que ça va devenir les chansons qu'on va écouter plus dans les prochaines générations à venir. Diarra, d'accord avec Aska? Oui, moi je suis d'accord avec elle. Genre, tout le monde. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est fait pour tout le monde. Genre. C'est une musique grand public. Ouais, voilà. Toi, Drito, je peux pas besoin de te poser la question. Non, pour moi, c'est la musique du futur. C'est ça. C'est la musique du futur. MHD, il a commencé. Il y a encore il y a encore d'autres qui se préparent encore parce que du afro-trap, ça montre en fait une différence, tu vois, par rapport aux autres rap, tu vois. C'est en fait du afro-trap, c'est vraiment c'est du lourd, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que la sonorité africaine est vraiment devenue populaire même dans le rap français. Bon, on l'avait avec MHD, mais même Booba dans son dernier son DKR, il y a vraiment pas mal aussi de sonorités africaines. Donc bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à pourquoi pas suivre l'artiste DJ Arafat, voilà, vous qui êtes peut-être friand de musique africaine et de coupé décalé. Et c'était l'occasion aussi de passer un petit coucou à Juliette Fievé qui avait animé donc cette cérémonie-là et qui a donc couronné DJ Arafat. Juliette Fievé qu'on a eu la chance d'interviewer pour Urban Street Reporter, et d'ailleurs son interview est disponible sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je tourne vers toi, Zakaria. Alors aujourd'hui, tu vas pas nous parler de science ni de géopolitique, mais de football. Tiens, football et un certain Cristiano Ronaldo. Alors, on sait tous que quand Cristiano Ronaldo parle, ça fait des ravages. On en parle partout dans les médias. Et là, il a sorti une interview récente où il parle un peu de tout. Il parle de sa relation avec Messi, avec Zidane, avec ses haters. Tu nous as un peu décortiqué ce qu'il nous a dit, l'attaquant portugais. En effet, dans une interview qui est accordée au site internet du magazine très connu anglais Coach, Cristiano Ronaldo, dans une interview, nous offre plusieurs informations intéressantes. Donc la première information, c'est que Cristiano Ronaldo a besoin de gens qui le détestent, une information assez atypique d'ailleurs, et il estime aussi qu'il a besoin de ses détracteurs, excusez-moi, pour justement pouvoir se surpasser. Il estime aussi que sa plus grande supportatrice, c'est rien d'autre que sa mère qu'il a quitté à 12 ans pour aller dans les centres sportifs portugais. Et enfin, il parle de sa dite concurrence avec Messi. Il dit les médias aiment raconter que nous avons une grosse rivalité, mais nous n'en avons pas, désolé. Alors, cette interview qui pose plusieurs questions, cette interview qui contient plusieurs informations sur la vie de Cristiano Ronaldo, sur ses pensées, sur ce qu'il pense en général du foot, etc., nous fait poser une question qui en tout cas me semble intéressante. Est-ce que Ronaldo ment-il quand il nous dit qu'il n'a aucune rivalité? Grito, allez, ça m'intéresse. Ouais. Bon, Ronaldo et Messi, ils n'ont pas de rivalité, mais moi, étant tout petit, je le savais. Parce que Messi et Ronaldo, les deux, ils portent deux marques différentes, Adidas et Nike. On est d'accord? Et là, les sponsors, ils veulent gagner plus en les faisant que c'est des rivales. Là, chacun achète, tu vois, le produit de l'autre. Comme on le constate, Ronaldo est un très très bon joueur. Messi aussi est un bon joueur, tu vois. Donc, chacun veut que ça marque, tu vois. Ça monte, on en achète beaucoup. Chacun veut qu'on achète beaucoup de Nike, beaucoup d'Adidas. Mais les deux, ils n'ont rien à... tu vois. C'est en regardant les pubs qu'ils font, en regardant les matchs, les classicos, ils se frappent et tout à chaque match. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire que Messi et Ronaldo ils s'aiment pas. Ça veut pas dire ça, parce que les deux ils s'aiment bien. Même le fils de Ronaldo, son gros fan c'est Messi. C'est vrai, le fils de Ronaldo est fan de Messi. Ça peut être une information assez farfelue, mais c'est vrai. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec Drito. Pour moi Ronaldo ment, et je pense que il est super content que les médias racontent qu'il y a une grosse rivalité, parce que ça va l'arranger. Parce que si on regarde bien, Ronaldo et Messi, tous les opposent. Que ce soit dans la nationalité, d'un côté on a Messi qui est espagnol, alors que de l'autre on a Ronaldo qui est portugais. Comme tu l'as dit, il est sponsorisé par deux marques différentes. Aussi sur les convictions politiques, Ronaldo et Messi
sont totalement opposés. Moi je vois plutôt que Ronaldo profite justement qu'il y ait une certaine atmosphère de rivalité qui s'impose justement dans l'espace médiatique pour en profiter et gagner toujours plus d'argent, plus de sponsors notamment peuvent venir pour s'opposer justement aux sponsors qui vont sponsoriser Messi tout simplement. Et à partir de ce biais-là, il pourra augmenter sa popularité, mais aussi augmenter ses revenus. Alors, juste excuse-moi de te couper, Drito, Messi est argentin, il n'est pas espagnol. C'était une petite précision, Drito. Et moi je t'ai dit, Messi en fait, Messi est un joueur en fait même si d'autres disent Messi il est plus fort que Ronaldo, mais moi quand je regarde les deux, t'as déjà vu Messi, et quand on dit des joueurs ils ont plus de rivalité, c'est des joueurs, t'as vu, ils s'aiment pas quoi, comme comment ça s'appelle, comme Pepe. Tu connais c'est qui Pepe, le défenseur central du Real Madrid. Alors moi je connais papa mais pas Pepe. Bon, Pepe a 22 ans de carrière. On le mettra dans le bêtisier de l'œil du SR. Pepe lui par contre il s'est embrouillé avec l'attaquant de l'AS Roma, Keita, le Malien. En fait les deux c'est des rivales, les deux ils s'aiment pas. Parce qu'il y avait un temps où le Real il racontait en Ligue des Champions que l'AS Roma. Et les deux ils s'aimaient pas. Et en fin de compte il y a eu quoi? Il y a eu du racisme, ils ont fini par se taper sur le terrain, ils ont jeté des bouteilles d'eau. Et Messi et Ronaldo, c'est pas ça. La rivalité c'est quand il y a vraiment un affrontement. Même il y a des vidéos sur les réseaux sociaux où Messi il s'abaisse vers Ronaldo pour montrer que Ronaldo il est fort. Et il y a aussi des photos qui montrent que Messi aussi s'abaisser vers Ronaldo pour montrer qu'il est grand, aussi l'inverse, tu vois. Si il y avait des rivalités, ça allait même passer par les deux, tu vois. Alors les filles, vous avez pas entendu pour l'instant dans ce débat football. Aska, que penses-tu de Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il ment quand il dit qu'il n'a pas de rival? Moi, question football, je connais rien. Mais je sais que quand il dit qu'il n'a pas de rival, c'est faux. Parce que ce que Drito il est en train de dire, c'est qu'ils sont amis et qu'ils n'ont pas de rivalité entre eux. Mais certes, ils sont amis, mais après, le milieu professionnel, il y a quand même une petite touche de rivalité parce qu'ils se battent tous pour avoir d'être élu le meilleur ballon d'or de cette année. Ou même ça. Après, ils sont très amis, ils s'aiment bien entre eux, mais niveau professionnel, je crois qu'il y a un petit peu de rivalité aussi quand ils disent qu'ils se battent tous pour avoir le ballon d'or. Ça c'est pour montrer que je suis meilleur, que mon équipe elle est meilleure, que voilà quoi. Donc là, Aska elle soulève un truc important quand même, c'est la rivalité professionnelle. C'est vrai que toi, Drito, tu as souligné une rivalité qui va au-delà du football, comme avec Pepe et Keita, mais je peux pas non plus dire qu'elle a tort, parce que c'est vrai que Messi et Ronaldo, en tout cas, à travers déjà leurs équipes, FC Barcelone, Real Madrid, le Classico, c'est un peu ces deux joueurs-là qui symbolisent ce match-là. Donc c'est vrai que Drito, là où Aska a peut-être un peu raison, c'est qu'il y a quand même une rivalité sur le terrain. Sur le terrain, il y a tout le temps des rivalités. Même quand le Real ou le Barça ils affrontent des petits clubs, il y a tout le temps des rivalités. Chacun veut montrer qu'il est fort. Ça c'est ça. Chacun veut montrer qu'il est fort. Chacun veut faire gagner son produit. C'est ça. Ronaldo c'est un produit, mais aussi c'est un produit, tu vois. Ils vendent des trucs. Mais après le niveau professionnel, moi je crois qu'il n'y a rien. Ouais, mais certes, dans la vie privée, tu peux dire CR7 et Messi sont amis, mais dans la vie professionnelle, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont amis, sauf que dans le sens, il y a quand même de la rivalité entre eux pour être meilleur ballon d'or. Tout en sachant qu'être ami ne va pas faire que l'on va pas être rival avec son voilà, tu vois. Mais de toute façon, Ronaldo, pour lui, il a dit qu'il n'a pas de rivalité parce que lui se sent plus supérieur que Messi. C'est ce qu'il a dit. C'est quand même une rivalité aussi. Parce que Messi, du coup, il va pas se sentir encore plus supérieur. Voilà, tu vois, si il continue comme ça. Messi n'est pas comme ça. Messi n'est pas comme ça. Ronaldo lui dit, moi je suis mannequin. Moi j'ai la taille, mais s'il n'a pas la taille pour être mannequin. Et lui il dit que lui il est plus fort. Il a gagné le trophée là, comment ça s'appelle, j'ai oublié le prénom. En tout cas récemment il a gagné un trophée. C'est un joueur. Merci autour de la table, c'est déjà la fin de cet œil du SR. Merci à vous autour de la table, vous avez vraiment été de super chroniqueurs. J'espère que vous avez apprécié, vous qui nous regardez sur notre webzine urbanstreetreporter.com. Alors avant de conclure l'émission, je tenais à vous présenter un livre, le livre de Nadia Atroubi, qui se nomme « Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants ». Nadia Atroubi qu'on a eu la chance d'interviewer, et l'interview sera bien sûr disponible sur notre webzine urbanstreetreporter.com, le face-to-face et une question, un mot. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un focus sur cette journaliste engagée.
C'est la fin donc de cette édition. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter, sur Instagram et Twitter avec le titre USR-8 officiel. Bonne journée à vous, salut. Au revoir. Realize it's all real. Pitch black, all my real niggas.